Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un moment qui a littéralement redessiné la carte d'un continent en l'espace de quelques mois. La conférence de Berlin de 1884-1885. C'est un tournant majeur de l'histoire, un événement dont les répercussions se font sentir encore aujourd'hui. Alors, ensemble, explorons comment une chose pareille a pu se produire. Voilà la question qui est vraiment au cœur de tout ça. Comment 14 nations européennes, plus les États-Unis, ont pu, depuis un salon confortable à Berlin, se donner le droit de se partager un continent. C'est une histoire de pouvoir, bien sûr, d'ambition, mais aussi de conséquences absolument dévastatrices qu'on va essayer de décrypter. Pour comprendre ce qui s'est passé à Berlin, il faut d'abord faire un petit retour en arrière, dans l'Europe de la fin du 19e siècle. À cette époque, l'Europe est une vraie poudrière. Il y a des rivalités industrielles partout, des nationalismes exacerbés et surtout une soif insatiable de ressources et de nouveaux marchés. Et l'Afrique, à ce moment-là, apparaît comme la solution miracle à tous ces problèmes. Le contraste à cette époque est juste saisissant. D'un côté, on a une Europe en pleine expansion qui cherche du profit, de la puissance. Et de l'autre, un continent africain qui est tout sauf un territoire vide. Il est déjà structuré par des empires, des sultanats, des royaumes, des réseaux commerciaux qui existent depuis des siècles. L'idée d'un continent qui attendait d'être découvert ou organisé était donc un pur mythe, mais un mythe bien pratique pour les Européens. Et voilà, derrière les beaux discours sur la civilisation, sur le progrès, voilà la véritable motivation. C'était la peur de se faire doubler par le voisin. Une sorte de course préventive, une compétition féroce où le but du jeu était de planter son drapeau le premier. L'Afrique dans tout ça n'était pas le sujet, c'était l'objet de la convoitise. Bon, alors venons-en à la conférence elle-même. Essayons d'imaginer la scène. De novembre 1884 à février 1885, les diplomates les plus puissants d'Europe se retrouvent chez le chancelier Bismarck. Ils discutent, ils négocient, ils dessinent des frontières. Mais il y a un détail absolument crucial. Zéro, absolument aucun. Ni roi, ni sultan, ni chef de tribu, ni marchand, ni savant africain n'a été invité, et encore moins consulté. Le destin de millions et de millions de personnes a été scellé par des hommes qui, pour la plupart, n'avaient jamais mis un pied sur le continent dont ils étaient en train de se partager les terres. C'est un fait aussi simple que glaçant. Alors, officiellement, sur le papier, les objectifs étaient nobles. Mettre fin à la traite négrière, assurer la libre circulation sur les fleuves Congo et Niger, mais ces prétextes humanitaires masquaient à peine la réalité. Le point le plus important, c'était de fixer les règles du jeu, pour que le partage du continent se fasse sans déclencher de guerre entre Européens. Et parmi toutes les décisions qui ont été prises à Berlin, il y a une règle, une seule, qui va mettre le feu aux poudres. C'est elle qui va transformer une simple revendication sur une carte en une véritable obligation de conquête. L'occupation effective. Ces deux mots ont littéralement changé le destin de l'Afrique. Fini le temps où il suffisait de planter un drapeau sur une côte pour revendiquer un territoire. Désormais, pour qu'un territoire soit reconnu comme le vôtre, il fallait l'occuper, l'administrer, le contrôler militairement. En fait, la conférence venait de donner le coup d'envoi officiel de la ruée vers l'Afrique. Et cette ruée, elle s'est déroulée en plusieurs étapes, souvent très brutales. On lançait des expéditions militaires à la hâte, on créait des postes administratifs, on faisait signer des traités à des chefs locaux qui, bien souvent, ne comprenaient même pas qu'ils étaient en train de céder leur souveraineté, et à la fin, on cartographiait. La conquête devenait un processus à la fois bureaucratique et terriblement violent. La conséquence la plus visible, la plus durable de cette occupation effective, c'est la création des frontières africaines modernes. Mais pas n'importe quelles frontières. Des frontières totalement artificielles, souvent tracées à la règle sur une carte, à des milliers de kilomètres de là, à Berlin. La violence de cet acte est difficile à mesurer. Ces lignes droites tracées sur du papier ont tout tranché. Des groupes linguistiques, des alliances qui existaient depuis des siècles, des routes commerciales vitales, des royaumes entiers. On a séparé des peuples qui vivaient ensemble depuis toujours et on a forcé des ennemis jurés à vivre ensemble dans un même état colonial. C'est la source de tellement de conflits qui durent encore aujourd'hui. Pour bien comprendre l'événement, c'est vraiment essentiel de regarder ces trois points de vue. Pour les puissances européennes de l'époque, c'était un acte de bonne gestion, une mission civilisatrice. Pour les historiens aujourd'hui, c'est l'acte de naissance du colonialisme moderne qui a programmé les conflits à venir. Et dans la mémoire africaine, c'est tout simplement l'anéantissement de sociétés souveraines et l'imposition d'un ordre racial et économique. Je crois que cette phrase, issue de la tradition orale africaine, résume tout avec une force incroyable. L'image est celle d'une décision froide, clinique, distante,
prises par des hommes qui ne verront jamais les conséquences humaines de leur trait de crayon sur une carte. C'est vraiment l'incarnation d'un pouvoir qui s'exerce sans aucune considération pour les peuples concernés. La chronologie qui suit est implacable. En moins de 30 ans après Berlin, presque tout le continent est sous domination européenne, 90%. Il faudra attendre plus d'un demi-siècle et des luttes souvent sanglantes pour que les indépendances commencent à arriver. Mais même aujourd'hui, l'héritage de ces frontières continue de hanter le continent. Et justement, parlons-en de l'impact direct de Berlin sur notre monde contemporain. Parce que ces décisions, prises il y a plus d'un siècle, expliquent encore une bonne partie des crises actuelles. Prenez le Nigeria, par exemple. Les frontières coloniales britanniques ont mis de force dans le même sac des peuples avec des histoires, des langues, des cultures radicalement différentes. Ça a créé des tensions politiques et des conflits qui durent encore aujourd'hui. Ou alors la République démocratique du Congo, un territoire gigantesque dont les frontières ont été dessinées pour maximiser l'extraction des ressources, qui se révèle quasiment ingouvernable et qui est en proie à une instabilité chronique depuis des décennies. Et bien sûr, l'exemple tragique du Rwanda et du Burundi, où les puissances coloniales ont figé et instrumentalisé des catégories sociales, Tutsis et Hutus, en les transformant en identités raciales. Une distinction artificielle qui a été au cœur d'un des pires génocides de l'histoire. Au-delà des frontières, Berlin a créé une sorte de précédent. On pourrait appeler ça le modèle de Berlin. C'est cette idée que quelques puissants peuvent se réunir dans une pièce et décider du sort du monde, que ce soit au FMI, au G20 ou lors de certains accords climatiques. La logique est un peu la même. Ceux qui contrôlent la table contrôlent le monde. Cette conclusion résume parfaitement l'esprit de la conférence de Berlin. Il ne s'agissait pas seulement de géographie, c'était une philosophie de domination. L'Afrique a été transformée en un objet, un espace à administrer, à exploiter. Et ses habitants ont été tout simplement dépossédés de leur droit à décider pour eux-mêmes. Je termine donc avec cette question, qui nous concerne tous. Quand on regarde le monde actuel, les grandes institutions internationales, les sommets économiques, quelles sont les tables de Berlin d'aujourd'hui? Et surtout, qui n'est toujours pas invité à s'y asseoir? Plus d'un siècle plus tard, la question reste terriblement pertinente. Merci de m'avoir écouté.